Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la meilleure table ronde dans le meilleur endroit, très nettement. Je me faisais cette réflexion que j'ai été quand même au XXe siècle étudiant à la Sorbonne et que je n'ai jamais mis les pieds dans cette pièce. Je vais quand même essayer d'animer ce moment d'échange important avec beaucoup d'intérêt et puis en étant imprégné par la majesté du lieu. On est ensemble pendant une petite heure et demie. Nouvelle génération s'engager pour retrouver confiance. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, on va parler des jeunes. Et ces jeunes sont à la fois en France et dans le monde, en Occident, multi-sondés. On les imagine flemmards, on pense qu'ils sont en quête de sens, on les voit aussi très effrayés. 83% des 15-30 ans sont inquiets en pensant à leur orientation. 74% des jeunes Français trouvent carrément l'avenir effrayant. Et je me souviens d'avoir vu passer une enquête sur des jeunes du monde entier. Les jeunes Français sont à peu près dans l'étiage mondial, c'est-à-dire qu'aux 2/3, ils pensent que c'est bientôt la fin du monde. Beaucoup d'adultes le pensent aussi. Peut-être faites-vous partie de cela. Mais ces jeunes-là sont aussi en quête de quelque chose qui les dépasse. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour une récente enquête faite par l'IFOP pour la Fondation de France qui parraine cette table ronde, 7 jeunes sur 10 déclarent ne pas vouloir travailler pour des entreprises qui ne partageraient pas leurs valeurs. Sous-entendu, des valeurs, ils en ont. On va voir lesquelles. 30% des 15-25 ans se sont déjà engagés ou sont engagés au cours de l'année 2023 dans une association. Et 83% d'entre eux, quasiment hégémoniques, ont déjà fait ou réalisé une action de philanthropie. On voit donc bien qu'on est face à une dialectique et cette dialectique qui va nous occuper pendant ces quelques temps. Essayer de comprendre peut-être en quoi précisément l'engagement peut être une réponse à cette angoisse, à cet effroi même, et comment on ne se contente pas du monde tel que on l'a reçu dans une forme d'héritage un peu compliqué, mais qu'on cherche aussi à en faire quelque chose. Alors, pour répondre à toutes ces questions, je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, nos 3 brillants intervenants. Vous voyez qu'une intervenante s'est perdue en route, mais elle va peut-être pas tarder à venir. Je vous demande d'accueillir Arnaud de Berthier. Bonjour Arnaud, merci. Bonjour. J'ai décidé arbitrairement de tutoyer nos invités. Arnaud, tu es prof de maths et tutoyer un prof de maths est quelque chose de très spécial aussi. Tu es un prof de maths que je qualifierais de défroqué, puisque tu nous le diras tout à l'heure, tu as fait une longue carrière dans le conseil chez McKinsey, mais te voilà maintenant prof de collège en banlieue. Bon, c'est des choses qui arrivent. Juste à côté de toi se trouve Pauline Le Molik. Bonjour Pauline, merci d'être avec nous. Pauline, tu as fondé l'association il y a à peu près 4 ans, Graines de footballeuse, dont tu es aujourd'hui la directrice. Et tu nous diras en quoi
l'inclusion par le sport et par le foot en particulier chez les jeunes filles est quelque chose qui t'anime au quotidien. Et puis enfin, à côté de toi, Jean-Philippe Courtois. Merci Jean-Philippe d'être avec nous. Pareil, une grande carrière dans les entreprises privées, chez Microsoft en l'occurrence, que tu as quitté récemment, sans révéler des grands secrets. Tu as cofondé l'association Live for Good, qui est très multi-sémantique, vivre pour de bon, vivre pour le bien, on y reviendra tout à l'heure. Et puis tu présides aussi l'école dans laquelle tu as étudié, Schema. Alors, voilà comment ça va se passer. Nous avons de jeunes et brillants étudiants juste là, au premier rang, qui vont avoir l'occasion de poser plein de questions à nos invités. Et puis évidemment, mesdames, messieurs, vous connaissez le principe de la cité de la réussite. Vous aurez beaucoup plus la parole que moi, qui suis en train de la monopoliser de manière très dangereuse. J'aurais envie de vous poser une première question comme ça à la cantonade à tous les trois. Je le disais, une jeunesse multi-sondée, bardée de capteurs, flemmarde, engagée, en quête de reconnaissance, voulant s'engager, mais plus du tout comme avant. Comment vous la sentez, là, comme ça, à brûle-pourpoint, à chaud, cette jeunesse française, vous qui la côtoyez? Peut-être je vais commencer par la régionale de l'étape d'un point de vue générationnel. Pauline, tu n'as pas du tout l'air, mais tu as 29 ans. Merci. Donc c'est bientôt, en tant que footballeur, c'est bientôt le moment de signer un gros contrat en Arabie Saoudite. Mais en tant que militante associative, tu les vois tous les jours, ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils t'inspirent? Moi, ces jeunes, ils m'inspirent beaucoup. Honnêtement, quand j'entends que la jeunesse est flemmarde, ça me révolte un peu. Moi, je pense que la jeunesse, elle a plutôt peur, elle est mal outillée, mais qu'en fait, c'est une jeunesse qui est hyper volontaire, hyper brillante. Et moi, si je fais ce que je fais au quotidien, c'est que je suis une éternelle optimiste et que justement, je pense que la clé, elle se trouve dans la jeunesse et que c'est elle qui va réussir à construire un monde plus juste et inclusif de demain, quoi. Donc non, moi, je trouve que cette jeunesse, elle est brillante et elle est toute sauf flemmarde, quoi. Tu peux revenir 2 secondes, tant que je te tiens, sur graines de footballeuse. Ouais. Le mot footballeuse n'est pas quelque chose de super évident dans l'espace public et pourtant tu l'assumes dans ce titre. Quel est l'objet de cet assaut? Du coup, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer d'être concise, mais en fait, cette asso, elle vient directement de mon histoire personnelle. Moi, je viens de Normandie, donc du coup, j'ai 29 ans et j'ai grandi il y a quelques temps, du coup, là-bas. Et en fait, j'ai toujours été la seule fille sur les terrains de foot. Dans la cour de récré, j'ai toujours été la seule fille. Puis j'avais les cheveux courts, puis j'étais un peu garçon manqué, comme on dit. Et pendant de nombreuses années, on m'a dit non, mais en fait, toi, t'as pas ta place ici, tu peux pas faire ça. J'avais de la chance, j'avais des amis de cours de récré qui me faisaient jouer au foot, mais en fait, à chaque fois qu'on rencontrait une équipe adverse, j'étais toujours pointée du doigt. Et on me disait non, mais toi, tu peux pas faire ça. J'aimais le foot, j'aimais le skate, j'aimais un peu les maths, bon, vite fait, mais quand même un peu. Et puis on me disait non, mais en fait, c'est pas pour toi. Et malheureusement, à l'âge de 13 ans, j'ai complètement arrêté ça parce que on me disait que j'avais pas ma place ici. Puis j'ai grandi, et un jour, j'ai coaché des jeunes filles. Et en fait, je me suis rendu compte que ces jeunes filles, alors que 20 ans nous séparaient, elles faisaient face aux mêmes problèmes que moi. Alors qu'on disait que la société avait évolué. Mais toujours, en 2024, une petite fille, à l'âge de 11 ans, elle me dit que dans la cour de récré, on ne lui laisse pas forcément le ballon. Aujourd'hui, encore, une jeune fille de 5 ans, elle a intériorisé le fait qu'elle est moins forte qu'un garçon, que ce soit au foot ou dans d'autres sphères. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé l'association Graines de footballeuses. C'est pour répondre à mon besoin de petite fille, on va dire, mais aussi pour montrer à toutes les jeunes filles et les femmes qu'elles ont leur place sur un terrain de foot et sur tous les terrains en général, surtout ceux auxquels on ne leur donne pas accès. Donc concrètement, aujourd'hui, nous, on se sert du football comme levier d'émancipation pour les jeunes filles, d'inclusion, faire en sorte que des jeunes filles d'horizons complètement différents et de milieux sociaux complètement différents se retrouvent sur le terrain et en dehors. On l'utilise aussi comme levier d'éducation, leur transmettre des valeurs qui nous sont chères, respect, partage, tolérance, bienveillance, travail, parce qu'elle c'est pas des flemmardes. Et le dernier objectif, c'est l'insertion, parce que ces jeunes filles, si on les aide pas à trouver
un endroit dans lequel elles sont heureuses dans la sphère éducative ou dans la sphère professionnelle, elles ne vont pas s'insérer correctement. Donc voilà, et c'est à destination des jeunes filles de 3 à 18 ans. Voilà pour Graines de footballeuse. Merci beaucoup. Arnaud, bon, je disais, ça fait 4, 5, 6 ans que tu es devenu prof de maths. D'abord, avant de revenir sur ton expérience personnelle, ton regard sur cette jeunesse. Moi, je partage pas mal de ce que vient de dire Pauline. Moi, je pense que, en tout cas, moi, les jeunes que je côtoie dans mon collège en banlieue, ils ont envie de faire des choses. Ils n'ont pas forcément les points d'entrée. Mais quand ils les ont, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Moi, j'ai une élève qui a participé aux Jeux Olympiques dans l'équipe du Bénin. Bon, tu avais tout le collège à la télé pour la regarder, c'était incroyable. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup, enfin, j'en vois beaucoup qui ont peur de l'avenir, ça c'est sûr. Et j'en vois beaucoup qui pensent qu'il y a une montagne devant eux. Les stages, l'orientation, les études, les métiers, etc. Et je crois que notre rôle, et je vois beaucoup d'associations, on en parlera sûrement, c'est un peu d'aplanir cette montagne qui est devant eux, qui est pas vraiment une montagne. Mais pour vous donner un exemple très concret, vous voyez le stage de troisième. Vous connaissez tous le stage de troisième, une semaine d'observation. C'est la première fois qu'ils mettent le pied dans le monde professionnel. Donc c'est super important, à la fois d'un point de vue de ce qu'ils voient et d'un point de vue de comment ils se positionnent par rapport à ça. Il y a des assos qui aident à trouver les stages de troisième, et donc au lieu de faire son stage chez le commerçant du coin, on le fait chez Thales. Et moi je peux vous dire que les yeux de mes élèves, notamment je pense à un qui est revenu en me disant « Monsieur, je vais faire mon stage, c'est Thales », c'était formidable. Et je pense qu'il a toutes les capacités d'ailleurs pour y travailler plus tard. Voilà, donc je suis plein d'espoir, mais il faut qu'on bosse. Ce que tu sembles dire, c'est qu'il y a un petit sujet sur la maîtrise des codes, de ne pas avoir les bonnes connaissances, de ne pas pouvoir... Tu viens de le sous-entendre, enfin, tu l'as dit, tu es prof en banlieue, en Essonne. Tu es passé vraiment d'un monde à l'autre. Est-ce qu'il faut parler une autre langue ? Est-ce que ça t'a toi-même forcé à faire un effort spécifique pour quitter ton grand bureau des Champs-Élysées et prendre ton RER pour aller enseigner les maths dans un collège ? Et est-ce que, d'une certaine manière, tu n'incarnes pas ce pont entre deux mondes qui ont du mal qui ne se connaissent pas, en fait ? Oui, je ne sais pas si j'incarne, mais en tout cas... Alors d'abord, pour répondre à ta première question, moi je ne pense pas qu'il faille changer. Je ne pense pas qu'il faut faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Moi je suis comme je suis, et je pense que je suis pareil avec mes anciens collègues de McKinsey ou avec mes élèves et mes collègues d'aujourd'hui. Ensuite, sur le pont, moi je pense effectivement, j'aime bien ce mot-là, et je pense qu'on a énormément besoin dans notre société de personnes qui peuvent faire ces ponts. Alors moi tu me diras c'est un grand écart, ouais, mais il y a des tas de ponts à faire entre l'entreprise et la société, entre les hommes et les femmes, entre la vie associative et les étudiants. Enfin il y a plein de ponts, et je pense que notre rôle à tous, c'est de se demander, enfin, en tout cas, une suggestion, c'est est-ce que chacun d'entre nous, dans ce qu'on fait, on peut contribuer à créer un petit pont ? Parce que je pense que si on le fait tous, ça va changer la société. La transition est toute trouvée pour que je te donne la parole, Jean-Philippe. Donc, ça marche ? Oui, ça marche très bien. Oui, c'est des très très bons micros. Le pont, toi, tu le fais aussi d'une certaine manière. Donc, tu as cofondé et tu es très actif dans cette association qui s'appelle Live for Good. Donc, peut-être revenir sur la composition, je dirais, quasi sociologique des gens que tu accompagnes. À peu près moitié de publics fragiles et une autre moitié de jeunes plus insérés.
on s'est souvent posé la question de savoir s'il y avait une ou plusieurs jeunesses. En l'occurrence là, 2 parties de la jeunesse se retrouvent pour des projets d'entrepreneuriat social. Oui, totalement. Je rejoins les propos de mes copanélistes. Pour moi, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays du monde. On parlait avant ce panel d'autres études. Je ne vais pas bombarder de chiffres, mais on a fait chez Schema une étude qui s'appelle Youth Talks, les discussions de la jeunesse dans le monde entier, avec 1 million d'opinions de 45 000 jeunes de 15 à 25 ans de 200 pays du monde, avec plein de data, plein d'IA. Et qu'est-ce qu'on a vu? En fait, les aspirations, les inquiétudes, les visions qu'ont ces jeunes sont très différentes dans le monde déjà. Je schématise un petit peu, mais en gros, les pays du Nord, on va les appeler comme ça, le Nord et le Sud, Amérique, Europe, la réussite professionnelle, matérielle, financière vient en tête quand même assez fortement, alors qu'elle est très en deçà pour les pays du Sud, très en deçà. On est à 30-40% dans le Nord et moins de 10% dans le pays du Sud. Ouais, il y a quelque chose d'assez universel, par contre, qu'on revoit aux 4 coins des hémisphères du monde, c'est l'importance des valeurs. On a déjà un petit peu parlé de ça, j'ai entendu le mot prononcé à ma gauche plusieurs fois, et des vertus. Donc un petit peu, je dirais, une inspiration morale de ce qu'on attend. Et aussi quelque chose qu'on ressent partout, et là je vais venir à Lee4Good aussi, qui est un besoin fondamental de connexion avec les autres et d'apprendre à travailler, à collaborer, à construire avec les autres. Et c'est vraiment le cœur du projet de la genèse de Lee4Good. On a pour mission, c'est une association que j'ai co-créée avec ma famille il y a 9 ans, qui a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact. Donc c'est des jeunes, effectivement, de 18 à 30 ans. Tu as donné la composition. On a aussi 1 sur 2 qui est une femme, d'ailleurs, Pauline. Donc voilà. Depuis le début, on n'a même pas mis de quota. C'était comme ça. 1 sur 2 est une femme, est une jeune femme. Et elles viennent avec une idée pour changer le monde, sur les fameux 17 objectifs de développement durable. Donc ça touche à tout. Ça touche au social, ça touche à la santé, ça touche à l'agriculture régénérative, ça touche à des modèles d'économie circulaire, plastique, textile. Ça touche aux maladies également neurodégénératives. Ça touche à plein de sujets incroyables. Et ils viennent avec pas grand-chose, si ce n'est une indignation ou une envie de changer le monde. Et on va les accompagner pendant 9 mois, 1 an, avec un programme, avec des campus, avec une plateforme digitale, avec des coachs qui sont des bénévoles, d'ailleurs plein de bénévoles, superbe, pour les faire grandir et les faire devenir ce qu'on appelle des leaders positifs. Donc ça, c'est un peu une passion que j'ai. Mais surtout des leaders positifs qui vont créer un mindset qui va entraîner les autres, toutes les parties prenantes, à changer le monde, à bâtir le changement qu'ils veulent changer. Et donc on peut leur donner ces outils. Et là, ce qui ressort de toutes nos études d'impact, ce qu'on essaie de mesurer, tout ce qu'on fait dans les associations, quand même, année après année, parmi les leviers les plus importants pour ces jeunes quand ils ont suivi les programmes chez nous, c'est la communauté. C'est l'une de nos 6 valeurs, d'ailleurs. Et la communauté, c'est le fait qu'on les fait travailler en cohortes de 50 ou de 25, selon les programmes que l'on a. Et les cohortes, c'est 50 jeunes qui, littéralement, travaillent en intelligence collective. C'est pas, voilà, il y a bien sûr, il n'y a pas que des intervenants professoraux traditionnels, je dis pas ça parce que je suis sûr que ça se passe pas comme ça à Massy, mais on les fait bosser entre eux sur leurs projets, sur leurs soft skills, sur l'impact, sur ce que ça veut dire, sur leurs produits, leur MVP, sur etc., etc. Et ce qui ressort de ça, c'est une solidarité. MVP, c'est pas Most Valuable Player. Non, c'est non mais juste. Tu as raison, excuse-moi, j'ai le langage startup. Donc, qui est ce concept produit qu'on Minimum crée. Valuable Product. Exactement, qu'on crée quand on va démarrer sa startup. Mais en fait, ce qui ressort de ça, c'est une incroyable liaison communautaire qui se crée, et chaque jeune reste en liaison avec 10 jeunes 2, 3, 4, 5 ans après. Et de jeunes d'environnements très différents qui ne se seraient pas connus avant aussi. Et c'est ça, moi, qui je trouve est très intéressant, à la fois dans ce que j'entends. De côté, c'est comment on crée et on casse ces silos dont on parlait. Des silos à la fois des jeunesses qui sont dans des endroits, des quartiers, des segments, des zones rurales aussi. Enfin, il y a plein de publics dits fragiles dans la définition française. Comment on arrive à casser ça dans des univers de réalisation d'opportunités individuelles. Et qui fait qu'en plus, là, il y a un sens évidemment qui les pousse parce qu'ils sont heureux, ils ont un sens, ils sont fiers de l'impact qu'ils auront, que ce soit de créer leur propre job, que ce soit pour certains, ils ont déjà créé des entreprises, 50, 60 personnes, ils lèvent quelques millions d'euros. On a un spectre très large de ces univers possibles.
Si on rattache ce que vous venez de nous dire à l'enjeu de la confiance, est-ce que on dit souvent que la confiance se perd par litre et se gagne goutte à goutte. Est-ce que c'est votre sentiment et est-ce que le fait de faire des choses permet un cercle vertueux de prise de confiance individuelle, peut-être, Pauline? Chez nous, dans l'association, la confiance est fondamentale. Si on nous dit à quoi on sert, à quoi sert Graines de Footballeuse aujourd'hui, c'est vraiment montrer à ces jeunes filles qu'elles doivent prendre confiance en elles et surtout qu'elles ont raison de prendre confiance en elles. Et nous, on voit, il y a des changements qui sont fous. Vraiment, des jeunes qui rentrent et qui, à peine au départ, prennent la parole, mettent toujours la main devant leur bouche ou même ne prennent pas la parole. Il y a des jeunes filles qu'on a accueillies il y a 4 ans dans un groupe. Mais silence total, par habitude, parce qu'elles pensent qu'elles sont nulles. Parce que voilà, moi j'ai des jeunes filles, ça me fend le cœur à chaque fois. Elles viennent me voir, elles me disent non mais Pauline, moi je suis débile. Mais c'est horrible. Elles viennent me voir, elles me disent je suis débile. Parce qu'on m'a dit que je savais pas faire ça, donc du coup on m'a mis ici, etc. Et en fait petit à petit, elles arrivent à prendre confiance en elles, mais en fait il n'y a pas de... C'est un long chemin quoi. 4 ans après, il y a encore des choses sur lesquelles travailler. L'accompagnement n'est jamais terminé. Mais pour moi, la prise de confiance passe par une pédagogie adaptée, certes, mais aussi par la responsabilisation de ces jeunes personnes. On parle des jeunes filles, mais les jeunes garçons, moi, c'est pour ça que je dis qu'ils sont brillants. Ils ont les outils. Quand on intervient dans un établissement scolaire pour parler des stéréotypes de genre, on n'arrive pas en disant voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. On arrive en leur disant vous avez la solution. Vous allez mettre le cadre. Vous avez les bons mots. C'est juste qu'ils ont besoin d'être accompagnés, outillés. J'insiste là-dessus parce que, en fait, pour moi, vraiment, la pire chose, et je me dis, j'ai un peu grandi, comme tu l'as dit, je vais avoir bientôt 29 ans, mais moi, quand j'ai grandi, j'avais pas l'impression d'avoir si peu confiance. Si peu confiance en moi, j'avais un problème de confiance, mais alors si peu confiance en l'avenir également. Et pour moi, ça, c'est symptomatique d'une société qui va un peu mal du côté de la jeunesse. Et il faut absolument agir de ce côté-là. Mais pour moi, comme tu disais tout à l'heure, il faut créer des ponts et surtout leur dire que c'est eux la solution. C'est sûr, c'est sûr. Arnaud, on dit souvent que c'est à l'éducation nationale de faire le travail et si on écoute toutes les fins de tables rondes, de colloques, de séminaires, 95% se termine par l'école doit jouer son rôle. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as décidé de t'y mettre au cœur et d'agir depuis le quotidien, quoi, et d'être à hauteur d'être humain? C'est là que ça se passe? Oui, il y a beaucoup qui se passe là. Après, on ne peut pas tout demander à l'école, évidemment. Peut-être pour revenir 2 secondes sur la confiance, moi je pense que Pauline a presque tout dit. C'est confiance en soi versus autocensure. Et on sait bien qu'il y a énormément d'autocensure. Ce que tu disais, Pauline, sur « je ne suis pas capable, je suis bête », etc. C'est peut-être son prof de maths, d'ailleurs, qui lui a fait sentir ça, mais bon. Mais surtout, autocensure, non, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. Ces études-là, je ne pourrais jamais faire ça. Ça doit être cher. Ah non, c'est gratuit. Ah bon, c'est gratuit. Mais non, mais c'est trop long. Ben oui, mais tu vas le faire quand même. Enfin bon, l'autocensure, c'est un énorme souci. La deuxième, c'est un peu ce que tu disais aussi, confiance en l'avenir. Moi, je me souviens d'une discussion avec une classe où ils voulaient parler des discriminations. Alors on dit, ok, super, mais ils voulaient parler des discriminations religieuses et raciales. Bon, enfin ethniques, je ne sais pas comment on dit. On parle et je dis, mais vous allez parler des discriminations aujourd'hui, dans le collège, dans votre vie en dehors du collège, dans le sport, etc. Ah non, monsieur, mais il n'y a pas de discrimination dans notre vie quotidienne, etc. Je dis, mais alors elles sont où les discriminations? Elles sont plus tard, monsieur. Parce que quand on va chercher un travail, là, il y aura de la discrimination. Donc ça, c'est vraiment un manque de confiance dans l'avenir. Et puis la troisième, moi, sur la confiance, c'est la confiance dans la société, dans les institutions. Et je pense que, et là on revient sur l'engagement, dès qu'on s'engage dans une asso, dans un service civique, dans des trucs comme ça, on sent qu'on peut être acteur de la société. Et là, je crois que ça crée énormément la confiance. Cette méchante société avec ces méchantes institutions, ben non, en fait c'est nous et on en fait partie.
Voilà. Et pour revenir sur ta question sur l'école, moi je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses à l'école, mais il y a un embouteillage. En fait, il y a un embouteillage. Quand tu regardes le nombre d'assos qui ont des choses importantes à venir dire à nos élèves, on n'a pas assez de créneaux pour les faire venir. Tu as une intervention sur la laïcité, sur l'égalité homme-femme, sur le sport, sur les addictions, sur les écrans, etc. etc. Et si on fait la somme de tout ce que ces bonnes assos voudraient dire à juste titre à nos élèves, enfin, je fais plus court, quoi. Je fais que faire venir des assos dans ma classe. Comme dans une entreprise où on fait venir des intervenants extérieurs pour insuffler et ouvrir les chakras. Jean-Philippe, je disais, faire permet-il de, sans s'en rendre compte presque, de briser tous ces murs que les jeunes voient devant eux, quand bien même c'est des murs symboliques ou fantasmés dans le mauvais sens du terme. Oui, je suis très convaincu que l'entrepreneuriat est une école du faire. Et que l'entrepreneuriat, ce n'est pas devenir Elon Musk, je dis ça volontairement parce qu'on en parlait tout à l'heure dans les débats, c'est devenir un entrepreneur de sa vie tout court. Et en fait, autour de ce sujet de confiance en soi, on a exactement les mêmes constats de jeunes qui arrivent chez nous, on les voit un an après, disant que Pauline, totalement transformés, qui font des pitchs sur scène pour leur projet, pour les lever de l'argent et tout, alors qu'ils n'avaient jamais ouvert Excel de leur vie, pour certains. Ça démarre en fait par 2-3 briques qui me paraissent très importantes. La première, en tout cas, on essaie de travailler avec eux là-dessus, c'est la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance de soi. Dieu sait que c'est la chose la plus dure à faire, quel que soit son âge d'ailleurs, je peux le dire. Et donc de les faire travailler sur eux-mêmes pour avoir une première base qui puisse être assez solide, de dire qui je suis. Voilà, c'est très dur, mais ça peut commencer à se formuler, et c'est une première base très importante. La deuxième, c'est d'arriver justement à une estime de soi. Et c'est la raison pour laquelle, je pense dans beaucoup d'associations, on trouve la même chose, on a cette notion de communauté d'égal à égal. Ils sont égaux entre eux dans une cohorte de 50, quel que soit leur diplôme ou qu'il n'y ait pas de diplôme, ils bossent ensemble, ils sont embarqués, ils sont solidaires, ils construisent ensemble des projets d'innovation sociale, environnementale. Et ils ont des coachs qui sont des super entrepreneurs, qui sont des cadres d'entreprise top, qui sont des bénévoles, qui donnent des heures de leur vie tous les mois, qui les accompagnent et qui deviennent très proches d'eux et qui leur ouvrent leur réseau, qui leur ouvrent leur code, qui leur dit comment tu vas faire ce premier rendez-vous avec le responsable des achats de Michelin, de L'Oréal, de machin, pour aller présenter ton produit, ton concept d'innovation sociale, environnementale, alors qu'ils n'ont jamais osé dire qu'ils allaient vendre quelque chose. Et c'est en fait ouvrir ces possibles et leur montrer en faisant, en pitchant, en vendant, en créant des produits et des services que c'est possible. Et c'est aussi toute la culture, une valeur, c'est un peu le growth mindset, désolé pour l'américanisme, c'est l'esprit apprenant un petit peu, voilà, c'est une traduction libre, c'est un fameux ouvrage, moi qui est un de mes ouvrages préférés de Carol Dweck, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est un ouvrage fondamental sur, en chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, les petites qui vont jouer à 3-4 ans au foot, ou des beaucoup plus anciens comme moi maintenant, on a la capacité avec notre cerveau d'apprendre des autres, d'apprendre de toutes choses. Et on a, je schématise, soit un fixed mindset, soit un growth mindset. Le fixed mindset, c'est l'état d'esprit fixe qui fait que, et on est tous comme ça, on oscille entre les deux, il n'y a pas personne qui est parfait sur l'un ou sur l'autre, on sait tout, parce qu'on a déjà tout fait, on a tout appris, et donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Et puis le growth mindset qui dit, en fait, non, je ne suis pas confortable, je ne sais pas jouer au foot, je ne sais pas jouer du piano, je ne sais pas faire des maths, mais je vais y aller, je vais mettre en position d'inconfort. Voilà. Et toute cette confiance en soi, je pense que c'est un travail, c'est une alchimie très profonde entre le moi de l'individu, de la personne, du jeune, et l'environnement de sécurité, de confiance et de réalisation de ses potentiels qu'on crée en face de lui. Alors, avant de donner la parole à nos deux étudiants, j'ai une question qui me vient en vous écoutant tous les trois. Bon, on est en France, dans un pays très républicain, jacobin, avec des valeurs, une histoire. Et à vous écouter, je vois bien qu'il y a quelque chose qui tourne autour même dans ton vocabulaire, Jean-Philippe, d'un peu américain.
Est-ce que finalement on n'est pas en train de se dire la solution à cette défiance globale, y compris à ce manque de confiance en soi-même, ce n'est pas l'empowerment, c'est-à-dire, si je le traduis, là, une incapacitation individuelle avec un vocabulaire comme ça qui serait un peu plus anglo-saxon. Peut-être, Pauline, tu peux répondre à ça. Est-ce que tu as le sentiment, toi, en plus tu fais du sport, donc il y a des valeurs de performance. Alors certes, c'est un sport collectif, tu vois, mais quelque chose qui tournerait un petit peu le dos à la bonne vieille tradition française du maître et de l'élève. Je ne sais pas sur les noms, sur les mots à employer, mais sur ce que tu dis, bien évidemment. Moi, je pense que ça vient de là, la solution. Parce que, je suis désolée, aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes chances de réussir. C'est pas, je dis pas une nouveauté. Enfin, toutes les filles qu'on accompagne, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Comment on fait pour leur trouver un stage de troisième ? T'es filmé, attention. Hein. Ouais, très bien que je sois filmée, mais les filles qu'on a dans l'association qui nous disent mais personne me rappelle, on n'a même pas regardé mon CV. Parce que si, parce que ça. Mais bien évidemment que ces filles-là, on doit les prendre par la main, on doit leur dire mais tu vas réussir, et on doit leur ouvrir des portes, on doit leur ouvrir le champ des possibles. Parce que la société est profondément inégalitaire pour le moment. Et donc du coup, si on ne fait pas ça, si on les pousse pas un peu plus, si on leur dit pas tu peux faire ça, ou si on les responsabilise pas, c'est-à-dire les mettre dans une situation où elles se rendent compte qu'elles sont capables de le faire, et ça marchera pas. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'imagination même. À chaque fois, je le dis, mais chez certaines personnes, chez certains étudiants, par exemple, on se dit, on va faire notre lycée, et puis après, pourquoi pas, on va aller à la fac, on va faire une école où on imagine tel ou tel métier. Parfois, on dit à des jeunes filles, alors qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard ? Mais chez certaines filles que nous, on accompagne, c'est une question d'imagination. C'est que dans leur spectre, ça n'existe même pas. Pourquoi ? Parce que personne autour d'elles n'a pu leur montrer un jour que ça existait, ou personne ne leur a dit « Non, mais en fait, toi, tu peux le faire. » Même pas tu peux le faire, ça existe, juste ça existe. Et donc c'est pour ça, moi je pense que faut prendre le sujet de ce côté-là, et je sais pas quel terme faut employer du coup, mais je suis pas très forte en anglais, mais tu vois. Je parlais d'empowerment, mais je vois, il y a quand même une conjugaison entre ce que peut le système, la société, et ce qu'on peut soi-même. Toi, tu es au cœur du système, Arnaud, et en même temps, t'es pas le prof à l'ancienne qui a passé le CAPES à 20 ans et qui... Donc, tu as insufflé aussi un esprit nouveau. Écoute, moi je pense qu'il y a une seule chose à importer des États-Unis, puisque c'est ta question, oui. C'est l'optimisme. C'est tout. Et il y a une étude intéressante que j'ai vue l'année dernière, qui était faite par l'INSEE et ses homologues des pays occidentaux, et qui disait que en Europe, on a plus de probabilité de grimper dans l'échelle sociale entre les enfants et ce que faisaient les parents. Et aux États-Unis, on a moins la possibilité qu'en Europe. Mais la croyance est l'opposé. C'est-à-dire que les Européens sont convaincus à une plus faible proportion que c'est possible. Autrement dit, c'est plus possible en Europe qu'aux États-Unis, ce qui est évident d'ailleurs vu la gratuité des études, etc. C'est plus possible en Europe, mais on croit l'opposé. Et les Américains, ils sont convaincus que c'est possible chez eux, alors qu'en fait c'est moins possible. Donc la seule chose qu'il faut qu'on importe, c'est l'optimisme. Tu confirmes, toi qui a bossé pour une boîte de Seattle pendant 40 ans ? Oui, j'aime bien le mot. Moi, j'utilise le mot positif. Alors, sachant que le mot positif, il peut être interprété de toutes les manières, de manière cynique, de manière authentique, mais qui rejoint beaucoup l'optimisme et le pragmatisme également. Donc, moi, je ne m'attache pas tant au terme américanisé ou pas, même si j'ai été déformé pendant 40 ans de ma vie. Tu dis mindset, mais je parle d'état d'esprit. Voilà, d'état d'esprit. Il y a un état d'esprit, et c'est clair, et je ne vais pas essayer de comparer les systèmes éducatifs américains de la petite école primaire française, etc. Mais je l'ai vu avec des enfants qui ont été quelques années aux États-Unis tout petits, et c'est vrai que la culture du feedback positif, là, du coup, dans l'école, démarre dès 4-5 ans, quel que soit le résultat de l'enfant, quoi.
Donc il accomplit quelque chose, il se plante, il fait un dessin, il fait un truc manuel, mais il a fait un bon travail, on leur renvoie quelque chose de positif. La notion de l'évaluation est très différente aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évaluation non plus, il ne faut pas être naïf, il y en a, mais elle est véhiculée, communiquée de manière très différente, etc., etc. Le rapport à la société de l'enfant dans la classe, à l'extérieur avec la communauté, n'est pas le même. Donc je pense qu'en France, il y a des valeurs exceptionnelles aussi, et donc on peut être très fier. Moi, je suis très fier d'être français, hein, donc je suis pas en train de. Mais je pense qu'il faut effectivement décloisonner, ouvrir et rendre et créer des champs du possible auprès de cette jeunesse qui a vraiment des talents incroyables, mais vers laquelle on renvoie beaucoup d'impossibles aujourd'hui dans leur vie. Merci. Alors je vais déjà, Pauline, je vais faire un échange standard de micros. Ça, c'est ton nouveau micro, et l'ancien micro, tu me le donnes. Hop, voilà, formidable, clac. C'est vraiment très bien organisé. Je vais me tourner vers vous, jeunes gens. Alors, vous ne les voyez pas, ils sont là, ils attendent, ils ont plein de questions à poser. Émilie Combe, bienvenue. Merci à toi d'être avec nous. Tu fais un double cursus. Tu es à Sciences Po de Toulouse, ainsi qu'à l'INSA. Donc, bon, je ne vais pas t'interviewer sur ton CV, mais félicitations. Et à côté de toi se trouve Antoine Augier, tu es à l'INSA aussi, mais alors à Strasbourg, à l'autre bout. Jeunes gens, le panel est à vous. Merci beaucoup. Déjà, merci à vous trois pour ces échanges très riches. La première question, c'est la même question que vous m'avez posée tout à l'heure en entrant. C'est quoi votre définition de l'engagement ? Ils se regardent un peu en disant qui va répondre en premier, hein? Ben oui, c'est toujours Pauline. Alors Jean-Philippe. Oui, c'est bien, pour une fois ça change. Pour moi, l'engagement, c'est une relation très forte entre moi, toi, chacun d'entre nous, qui on est, qui on souhaite devenir, donc un peu ce qu'on pourrait appeler un petit peu la mission qu'on pourrait avoir dans sa vie. Il y a d'ailleurs un équivalent de la mission d'entreprise avec une mission personnelle, hein. C'est ce qu'on fait dans le travail avec nos entrepreneurs. Et comment on traduit ça sous forme d'engagement dans sa vie. Et donc ça veut dire que pour chacune d'entre nous, en fait, il y a des formules différentes d'engagement. Donc il n'y a pas une formule magique, il y a des engagements au sein de son job, où on peut réaliser des choses incroyables professionnellement, au plan des cercles sociaux dans lesquels on travaille, au plan d'un club de foot, au plan d'une école. Et en fait, l'idée, c'est de trouver l'engagement qui permet à chacun de se réaliser le plus pleinement possible, en apportant quelque chose et en apprenant quelque chose. Voilà, je m'arrêterai là un petit peu dans ce que j'appellerais l'engagement. Arnaud, non, Pauline répondra à la fin. Voilà, t'as gagné ça. Moi, il y a une expression anglaise, je vais en dire juste une ce soir, mais que j'aime bien, c'est faire l'extra mile. Et l'extra mile, c'est vraiment l'effort supplémentaire. Et moi, je pense qu'on s'engage quand on fait un effort supplémentaire pour la société. Vous connaissez sans doute cette expression qui vient du fond des âges, réparer le monde, que j'aime bien, et je crois que s'engager, c'est faire un petit plus pour essayer de réparer le monde. Waouh. Ouais, là, t'aurais dû parler en premier. Franchement, c'est dur. Parce que tout ce qu'ils ont dit, c'est formidable, c'est fantastique. Non, mais du coup, moi, dans mon cas, s'engager, c'est, je dirais, me lever chaque matin en me disant que j'ai fait ce qu'il fallait pour aider les autres et essayer de trouver un sens aussi à ce que je fais dans la vie. Voilà. Donc de l'altruisme, finalement, de sortir un peu de soi-même. C'est ça. Est-ce que ça te convient ? Merci. Je vais continuer en vous posant la question de quels éléments sont essentiels pour retrouver confiance en l'engagement et donc s'engager soi-même. Est-ce qu'il y a une petite checklist, si je résume, à passer en revue? Est-ce qu'il y a des tips? C'est ça, hein? La question, c'est sur la confiance en soi ou l'engagement, ou les deux? Parce qu'il y avait deux... Pour retrouver la confiance dans l'engagement et puis après oui, pouvoir s'engager soi-même aussi. Que ça serve à quelque chose. Bah là, enfin, moi, ma réponse individuelle à cette question,
c'est qu'il faut trouver la bonne cause, la cause qui me passionne, et en même temps trouver le quotidien qui me motive. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout qu'on peut être engagé dans la durée en disant je me bats pour une cause, mais ce que je fais chaque jour, comme tu disais, en me levant le matin, je n'ai pas envie de le faire parce que c'est un sacrifice horrible. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'il faut trouver à la fois la cause qui me passionne et ce qui me fait lever chaque matin pour aller le faire. Je n'ai pas d'autre définition que ça. Non, très bien. Et moi, je dirais un truc qu'on m'a beaucoup répété en 4 ans d'assaut, mais encore une fois, c'est hyper perso, mais pour aider les autres, il faut déjà être bien soi-même. Et donc, quand on est très engagé, il faut faire très attention aussi par rapport au temps qu'on donne et à l'énergie qu'on y met, parce qu'il faut savoir tenir sur la durée. Et je le dis, parce que l'asso, elle a pris 4 ans au mois de novembre, et c'était intense. Et donc, ouais, pour rester engagé, pour garder cette folie, un peu, ce truc-là qui nous drive au quotidien et qui me fait lever le matin, c'est faire aussi attention à savoir tenir sur la durée, quoi. Arnaud, tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais rajouter, tu me fais penser à quelque chose, Pauline, merci. Je pense aussi qu'on a tous besoin de récompense, c'est sans doute pas le bon mot, mais et je pense aussi que dans notre engagement, il faut qu'il y ait une récompense. Et très souvent, la récompense, c'est le regard, c'est le merci des personnes pour lesquelles on fait ce boulot ou cette activité associative, etc. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça aussi, parce qu'on est des êtres humains, on ne peut pas vivre sans avoir du retour positif de ce qu'on fait. Arnaud, avant de te passer la parole, Jean-Philippe, juste, j'ai oublié de préciser que tu n'es pas seulement enseignant, mais tu es aussi engagé dans le monde associatif, chez Unicité, je crois, chez Article 1, chez Article 1 et chez École Humain. Oui. Et École Humain. École Humain, pour le coup, on sort du cadre purement des jeunes. C'est peut-être sur ça que ça m'intéresse, pour essayer aussi de donner, pour travailler avec des enseignants et du personnel adulte qui sont chargés de donner confiance aux jeunes, mais qui aussi doivent être rendus à leur propre confiance. Ouais, alors peut-être deux mots sur École Humain. C'est une asso qui s'est donné comme mission d'aider les profs, avec un double constat que les profs sont très seuls et qui sont mal formés tout au long de leur carrière. Et donc, ils ont toute une série de programmes pour aider les profs, et ils touchent un prof sur 8 et un chef d'établissement sur 3. Donc c'est vraiment un gros impact. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire faire en sorte que ces gens qui sont au contact de toute la jeunesse, donc qui sont quand même clés, aient le bon soutien, les bons réseaux, la bonne formation, des outils, etc. Merci. Jean-Philippe, on revient à la question d'Antoine. Est-ce qu'il y a des... Moi, je rajouterais juste une petite... Il y a des modèles qui existent. Alors, il se trouve qu'on les utilise un petit peu dans l'entrepreneuriat, pas l'entrepreneuriat social. Vous connaissez beaucoup, sans doute dans la salle, le modèle de l'ikigai, où on parle justement de... C'est un peu une introspection personnelle qu'on fait chacun d'entre nous entre les skills, les compétences qu'on a acquises dans des études ou pas, ou expériences professionnelles. Il y a après des domaines pour lesquels, des compétences là encore pour lesquelles on pourrait être payé, donc on peut gagner sa vie, ce qui est important aussi. Et puis un troisième domaine qui sont ses passions, qui est quelque part une expression de ces talents qu'on a en soi, et qui sont ces moments où on sent, on est dans une énergie positive incroyable, on a envie, on ne voit pas le temps passer, on peut y passer la nuit, on peut y passer les semaines, les mois, on est emporté. Et en fait, pour moi, l'engagement, c'est un peu la résultante de ces trois. C'est de se dire comment j'arrive à aligner qui je suis avec mes forces, mes talents, mes passions dans ma vie, quelle qu'elle est, de ce que je choisis de vivre, ma vie professionnelle, mon job, le job que je crée, je suis entrepreneur, ma vie associative, communautaire ou autre, et qui fait que j'exprime vraiment ça qui est en moi et qui est unique à moi. Voilà. Et ça, je pense que je le vois chez nos entrepreneurs, c'est très puissant, parce que au fur et à mesure, comme disait Pauline, et Arnaud a la même expérience, je pense évidemment au collège, de l'impact qu'ils font auprès des personnes dont ils changent la vie positivement,
c'est une nourriture qui les nourrit, mais qui leur donne une audace, une confiance et une capacité de faire grandir leur initiative, mais 1000 fois supérieure, quoi. Et c'est pour ça qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, waouh, on voit des jeunes qui sont devenus des rôles modèles, Il n'y a pas que des rôles modèles, il y a aussi donc un ikigai. Donc là, on part en Asie et on est sur quelque chose on voyage un peu dans le de monde, plus là. spirituel. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, jeunes gens. Donc vos 3 parcours sont très inspirants, mais vous avez fait des choix quand même assez audacieux à un moment où il a fallu que vous trouviez une certaine confiance pour vous lancer, soit monter une asso, soit abandonner votre carrière. Ça nécessite quand même une certaine confiance, je pense, au préalable. Où est-ce que vous avez trouvé cette confiance ? Est-ce que c'est, par exemple, des expériences d'engagement précédentes ? Est-ce que c'est une confiance innée que vous aviez ? Ou est-ce que c'est un travail ? Qu'est-ce que les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut mener ça plus tard, lui aussi ? Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, du coup, parce que moi, c'est l'optimisme, en fait, qui a fait ça. En fait, moi, j'ai toujours travaillé, j'ai fondé l'asso il y a 4 ans, et j'ai toujours travaillé à côté. Puis je me suis accrochée. Je travaillais beaucoup, beaucoup trop. Et un jour, je me suis dit, non, en fait, il faut arrêter, arrête de bosser et lance-toi sur l'asso. Et en fait, ouais, je pense que c'est l'optimisme, c'est toujours se dire, en fait, j'essaye, et si ça marche, si on arrive à avoir les subventions, c'est tant mieux, et si ça marche pas, ça restera déjà à cette échelle-là, et c'est super. Deuxième chose, c'est mon entourage. Entourage, que ce soit très proche ou même des personnes qui gravitaient autour de moi. On parlait des coachs, des bénévoles, des gens qu'on croise en fait dans une vie et qui changent notre vie par une parole, par un encouragement. Et ça, moi, j'ai eu énormément de chance parce que à chaque fois, je tombais sur quelqu'un qui me disait non, mais en fait, ça y est, fais-toi confiance, tu peux, l'asso, ça va le faire. Et même si ça marche pas, c'est pas grave. Et en fait, ça a changé ma vie. Donc ça, c'est trop important. Le cercle qui sera toujours là pour nous aider dans notre projet, que ce soit associatif, voilà. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. La Fondation de France, par exemple, j'ai eu la bourse des Clics Jeunes. Je le redis parce que c'est ce que j'ai dit en off. Ça a changé ma vie. Un jour, j'ai candidaté, j'ai vu un appel à projet. Je leur ai dit, moi, voilà ce que je fais en ce moment. J'aimerais que ça devienne comme ça. Et un jour, la Fondation de France m'a dit, OK, on te donne une bourse pour que tu puisses au moins prendre un peu de temps pour développer ton projet. Et ça a changé ma vie, parce que pour la première fois, au-delà de mon cercle très proche, il y a quelqu'un qui a dit « Non, mais en fait, on croit en toi, tu vas le faire ». Et à la fin, enfin voilà, il y a tout ça. Et puis bien sûr, quand on travaille avec des bénéficiaires, en fait, franchement, quand on voit le sourire des filles, moi, c'est ce qui me nourrit, et je suis très proche d'elles, et c'est ce qui me motive. Donc l'engagement, il vient de tous ces facteurs. Voilà. C'est pas inné. Jean-Philippe, peut-être ? Oui, moi, je veux dire, premier maillon pour moi de la confiance, c'était mes parents, tout simplement, ma famille. Je crois qu'il faut le dire, ça reste extrêmement important, je pense, pour tout jeune, toute cellule familiale. C'est la confiance qu'instille, l'état d'esprit qui donne un piédestal, l'envie de gravir des montagnes à des jeunes ou pas. Ensuite, j'ai eu un privilège de me trouver au bon endroit au bon moment. Je rejoins une start-up de tech à 40 ans qui s'appelait Microsoft. Il y avait moins de 1000 personnes. J'ai grandi avec la boîte et j'ai eu sur mon chemin des personnes incroyables, exceptionnelles, qui m'ont fait confiance. Donc elles m'ont fait confiance. Il y a un état d'esprit d'organisation qui fait qu'on a parié sur moi. Et donc j'ai eu cette opportunité incroyable de rebondir. On a eu raison de parier sur toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a duré 40 ans, jusqu'aux côtés de Satya Nadella ces dernières années, au comité exécutif. Voilà, et surtout, c'était passionnant. C'était une vie passionnante. Et puis l'association Les For Good, c'est autre chose. Là, c'était une nécessité personnelle, familiale, importante, essentielle, vitale pour moi, puisque c'est une association qu'on a créée avec ma femme et 2 filles, suite à la disparition de mon fils Gabriel, qui avait 22 ans, et donc qui lui était un enfant, il le savait, très privilégié dans ma famille, et qui nous a laissé en héritage une citation qui est sur notre site web. Il dit « J'ai ce désir vital de changer positivement la vie des autres ». D'ailleurs, je me permets, il y a un prix Gabriel qui est remis. Oui, et chaque année, on a un prix, c'est la 9e édition, ça se passera le 10 décembre au Palais des Glaces. Bon, on est déjà un peu, je n'ose pas le dire, mais presque fermé, parce qu'on a 700 inscriptions sur 500 places, mais on est très heureux d'accueillir le plus de gens possible, qui est un prix qui va reconnaître chaque année 6 lauréats
qui sont 3 jeunes leaders positifs, qui sont ses rôles modèles, et 3 jeunes entrepreneurs sociaux environnementaux avec une bourse de 120 000 €, avec du coaching, avec plein d'outils pour les aider à aller beaucoup plus loin, voilà, que ce soit un petit peu des modèles dans cette communauté et aider les autres à faire grandir aussi. J'en profite, Jean-Philippe, tout à l'heure, je tentais une courte définition de Live for Good. Il y a beaucoup de sens dans cette toute petite expression. Si tu peux juste nous les redire. Non, alors la traduction effectivement en anglais de Live for Good, c'est 3 mots. C'est vivre pour le bien, donc parce qu'il y a de l'altruisme. Tous ces projets sont des projets qui mesurent leur succès au plan à la fois économique, je le dis, parce que ce sont des entreprises, hein, il y a quelques associations aussi bien sûr, mais en termes d'impact, et donc on leur apprend à créer des produits, des services qui ont un impact environnemental, social, et qui soient mesurés avec des mesures d'impact, telles qu'on les appelle. C'est également vivre pour de bon, et voilà, avec tout ce qu'on a dit, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Et puis c'est vivre pour toujours, for good, en anglais américain, c'est pour toujours. Voilà. C'est un peu, voilà. Et on pense que ces jeunes, ils portent ça en eux pour toujours. Et ce qui est important pour nous, c'est de créer des communautés, et je l'espère avec d'autres acteurs, on n'est pas les seuls, il y a plein de beaux acteurs associatifs dans notre pays qui travaillent notamment sur les sujets de l'entrepreneuriat et plein d'autres près de la jeunesse, et pour permettre de révéler tous ces talents cachés qui existent aux 4 coins de notre pays, mais qui n'ont pas la chance d'étudier peut-être à la Sorbonne ou voilà, ou dans des lieux prestigieux, et de leur ouvrir un peu des portes pour les faire s'envoler. Arnaud, on est dans l'ordre un peu plus de l'intime là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'autorise à basculer, à faire quelque chose, où on se dit, bah, quand on a un entourage qui t'a peut-être dit, mais t'es complètement dingue de devenir prof de maths. Non, personne m'a dit que j'étais dingue, mais c'est vrai que je faisais un métier que j'adorais, et j'étais comme un poisson dans l'eau dans ce que je faisais. Et puis, j'ai vu, comme sans doute beaucoup d'entre vous, il y a au moins 10 ans déjà, un film qui s'appelait Entre les murs. Et Entre les murs, ça a été filmé dans un vrai collège dans l'est de Paris. Collège Dolto. Oui, c'est ça, exactement, François Dolto. Et ça se passe entre la rentrée et les vacances, donc toute une année scolaire. Et c'est un prof qui rame, en fait. Et il essaye des trucs, de temps en temps, il essaye d'être cool, ça marche pas très bien, de temps en temps, il essaye d'être dur, ça marche pas non plus. Et je suis sorti de ce film en me disant, j'ai vraiment envie d'essayer. Je suis pas du tout sûr que je ferais mieux que ce mec, parce qu'il est pas idiot, ce gars, il essaye, et bon. Donc en fait, moi je pense, bon après, j'ai fait ça quelques années plus tard. Donc je pense que pour se lancer, mais c'est comme dans tout dans la vie, on ne peut pas être sûr de tout. Il y a une énorme quantité d'inconnus et d'incertains. Donc moi, par exemple, je savais que c'était la bonne cause pour moi. Je savais que c'était ça que j'avais envie de faire. Je ne savais absolument pas si ça allait marcher. Et je ne savais absolument pas si ça allait me rendre heureux au quotidien, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc je pense qu'un des trucs, c'est... Tu as fait du test and learn, en fait. Ouais. Tu es allé petit à petit. Oui, et puis je crois qu'il faut aussi, mais ça, on ne va pas faire de la philosophie de comptoir, mais on peut faire plusieurs trucs dans sa vie, y compris des trucs qui ne marchent pas, refaire autre chose. Enfin, on n'est pas obligé de se dire je me lance pour toujours dans un truc qui doit absolument marcher. Non, je crois qu'il faut se lancer avec optimisme, comme on disait. Et s'il y a quelques paramètres qui sont bons, il y a des chances que ça marche, quoi. Antoine, une dernière toute petite question, peut-être ? Oui, je voulais savoir s'il fallait avoir confiance pour s'engager ou si la confiance venait par le fait de s'engager. Wow. Réponse de Normande, un petit peu bah, des deux. Et on va demander à la Normande de l'étape, alors. Franchement, un petit peu des deux, parce que bien évidemment, je pense que oui, si on a fait tout ça ou si on a fait ces choix, c'est qu'à un moment quand même, on s'est dit bon, allez, il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en nous. Mais en même temps, encore une fois, moi, c'est beaucoup de témoignages très perso parce que c'est mon expérience. Mais oui, ce que tu disais tout à l'heure sur quand on fait tout ça, bien évidemment que ça nous donne confiance. Et automatiquement, on rentre dans un cercle vertueux. Alors parfois, on se prend des portes. Vraiment, quand on a une asso,
franchement, on remplit 10 000 dossiers, on va présenter les projets à tout le monde et puis on nous dit non ou on nous dit oui. Mais en fait, tout le chemin qu'on a parcouru, tous les apprentissages, même tous les noms, finalement, toutes les portes qu'on nous a fermées, en fait, c'est un apprentissage et qui nous fait grandir énormément et qui nous donne confiance. C'est pour ça que je dis les deux. Il fallait un peu de confiance pour faire cette démarche, créer l'asso. Allez, on fait les statuts, on ouvre un compte, on fait tout ça, les premiers programmes, d'accord. Il faut de la confiance pour remplir des appels à projets, pour passer beaucoup de temps, pour mettre des choses entre parenthèses, d'accord. Mais par contre, ce qu'on apprend en 4 ans, ça change une vie. Et ça nous change à jamais, quoi. Et ça donne une confiance, je pense, et je sais pas, une espèce de... un truc que personne peut saisir. Vraiment, je sais pas, c'est une force intérieure où on se dit que quand on va présenter son projet, on est fier de ce qu'on a fait, on y croit. Et c'est un peu le truc, moi, ce que je dis, c'est que je travaillais avant dans des boîtes et tout. Et il y a des trucs où j'étais pas trop sûre. On me demandait d'aller présenter, parce que je faisais du conseil un petit peu. Et j'étais pas très forte là-dedans. Mais j'y allais, quoi. Et en fait, je savais qu'on pouvait m'attraper sur n'importe quelle petite chose parce que j'y croyais pas. Sauf qu'en fait, là, à chaque fois que je passe une porte pour présenter Graines de footballeuse, je me dis non. Personne peut me dire ça. C'est pas possible parce qu'en fait, c'est mon projet et c'est le projet de tous les bénévoles. Et ça, c'est une confiance qu'on peut pas nommer, qui est trop belle, quoi. Voilà. Merci. Pour celles et ceux qui sont tout au fond, vous ne voyez pas, mais il y a un très grand sourire sur le visage de Pauline. Je vais vous donner la parole, mesdames, messieurs. Vous souscrivez, j'imagine, à ce que vient de dire Pauline. Voilà, la parole est à vous. Alors, je suis un peu aveuglé, mais je vois qu'il y a une main qui se lève là. Et je ne sais pas qui donne le micro. Ah ben voilà. Merci pour vos interventions. Vous aidez énormément de gens, chacun à vos échelles. Mais j'aimerais bien savoir... Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Ok, je m'appelle Iliane, je suis étudiant. Super, voilà. D'ingénieur. Super. J'aimerais bien avoir votre avis, parce que vous aidez énormément de gens, du coup je l'ai dit, à votre échelle, mais sur les problèmes de reproduction sociale et comment avoir confiance aux générations passées qui ont cultivé énormément cette reproduction sociale. Il y a toujours quelques personnes qui sont sorties du fond et qui sont arrivées tout en haut, mais ça reste extrêmement faible. Vous avez parlé d'Elon Musk, par exemple, il ne vient pas de nulle part non plus, même s'il a fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Bref, est-ce que vous avez d'autres visions, à part aider et essayer d'aider le plus de personnes possible, sur des mesures à prendre pour inciter à plus d'égalité, plus d'accès aux chances de réussir au point de vue entrepreneuriat, mais aussi scolaire, sur l'information des études, etc. Merci. Merci pour la question. On va répondre au fur et à mesure, comme ça c'est mieux. Oui, c'est mieux. Sinon on oublie après, et c'est une question importante sur la reproduction sociale et sur la mobilité sociale aussi. Moi, c'est une super question d'abord. Moi, ce que j'ai pu expérimenter depuis 9 ans, à petite échelle de mon association, effectivement, qui représente un microcosme, j'en suis très conscient, c'est qu'effectivement, cette absence de mixité sociale en commençant par l'école est un gros problème. Bon, le service militaire jouait un petit peu ce rôle quelque part, il y a quelques années, de mélanger des classes d'âge dans une certaine jeunesse ensemble. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, dès le départ. Et ça veut dire que chacune est pas renvoyé, mais dans son couloir de nage avec ses opportunités ou son manque d'opportunités. Et donc, par rapport à la question qui est énorme, c'est de dire comment, il faut savoir que l'État français, depuis 20-30 ans, a lancé des plans divers et variés, aussi bien de l'aménagement des territoires, des quartiers prioritaires de la ville, de l'éducation, etc., pour se dire comment investit-on en fait pour créer cette mobilité sociale. La mixité, c'est pour créer la mobilité sociale et permettre de monter dans l'ascenseur, comme on dit, plus rapidement. Et à ce jour, malheureusement, il faut convenir que pas beaucoup de progrès ont été faits. Donc moi, je suis profondément convaincu, mais je ne suis certainement pas la personne à promouvoir une plateforme de changement, Arnaud sera mieux placé pour ça, qu'en termes éducatifs, en commençant dans les petites classes, retrouver des chemins de mixité différents de ceux qu'on a essayé de trouver jusqu'ici,
serait une très bonne chose à promouvoir, parce que sinon ça ne se fera jamais. Les institutions renforcent un petit peu les chemins d'éducation qu'on connaît. Et puis il y a d'autres chemins aussi. Le chemin associatif en est un, le chemin entrepreneurial en est un autre. Il y a plein d'autres chemins avenues en dehors de l'école qui permettraient de favoriser cette diversité, cette mixité, à faire des choses ensemble, à collaborer ensemble, à innover ensemble, à apprendre ensemble, à jouer au foot ensemble, etc. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a un gros travail de mettre en commun des plateformes de transformation des personnes, de leurs opportunités, mais en les mélangeant. Et pas simplement en disant, moi, mon programme, il est que pour cette catégorie, cette catégorie, cette catégorie. Et je dirais, on fait tous un petit peu ça, hein, parce que quelque part, on se limite à des catégories d'âge et de personnes. Mais comment on arrive à créer une invitation pour tous? Arnaud, je crois que tu es aux premières loges pour répondre à cette question. Le cœur de la mobilité sociale et le dépassement des déterminismes, c'est l'école. Alors, moi, je pense qu'il y a énormément à faire dans l'école, évidemment. Alors, on pourrait avoir un long débat sur la carte scolaire et pourquoi nos collèges et nos lycées sont insuffisamment mixtes par rapport à la population qui les entoure. Ce serait un autre sujet très important, mais je pense que c'est un vrai sujet. Moi, j'ai des classes qui sont d'une homogénéité sociale totale. Tu es en QPV, quartier prioritaire de la ville, et en REP+. En REP. Et à quelques kilomètres, il y a des quartiers très différents, et tout ça ne se mélange absolument pas. Donc, tu enseignes à des classes populaires oui. Complètement. Il y a une homogénéité totale sur des familles toutes, à part 1 ou 2 élèves par classe issus de l'immigration. Et alors pas tellement de parents chômeurs, parce qu'il n'y a pas tellement de chômage dans cette partie de l'Île-de-France, mais beaucoup de familles seules, en tout cas des gens à revenus très, très modestes. Et alors qu'à quelques kilomètres, il y a des quartiers très différents et la carte scolaire fait que ça ne se mélange pas. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et ensuite, plus largement dans la société, je pense qu'il y a des choses, tu parlais du service militaire. Moi, je suis impliqué depuis très longtemps dans une grande association qui s'appelle Unicité, qui a inventé et développé le service civique en France. Moi, je crois énormément que la généralisation du service civique est une priorité nationale, pas le service national universel qui est une absurdité qui va, j'espère, disparaître, mais en tout cas le service civique, c'est un vecteur formidable de mixité et d'engagement et de confiance en soi, parce que je rejoins ce que tu disais, Pauline, ces jeunes, quand ils ont fini leur service civique et qu'ils se rendent compte qu'ils ont réussi à travailler en équipe en se levant le matin tous les jours et en étant utiles à la société parce qu'ils ont été dans des EHPAD ou dans des mairies ou dans des structures, c'est formidable. Une autre idée que j'ai, c'est qu'il faut qu'on rende beaucoup plus visible les gens qui réussissent cette ascension sociale, ou je ne sais plus exactement quel était le terme que tu utilisais. Un truc tout bête, hein, mais moi dans le collège dans lequel je travaille depuis plusieurs années, je fais revenir les anciens qui ont, entre guillemets, réussi. Bon. Personne ne leur avait jamais proposé de revenir dans le collège. Donc ils reviennent, d'abord ils sont ravis de revenir, ils sont très fiers, et ils parlent aux jeunes en leur disant « Écoute, moi, il y a 8 ans, j'étais à ta place, maintenant je suis ingénieur, maintenant je suis médecin, maintenant je suis avocat, etc. » Et je crois que dans notre société, pour une raison que je comprends mal, on donne au fond très peu de visibilité aux gens qui ont fait ces parcours-là. Et je pense que c'est inspirant, c'est très motivant, et qu'il faut qu'on fasse ça beaucoup plus. Peut-être dernier point auquel je suis très attaché également, et qui va dans le même sens. Je pense qu'on a beaucoup de dispositifs qui existent pour aider les élèves en difficulté, ce qui est bien et ce qui est nécessaire, il faut qu'on continue, les décrocheurs, etc. Il y a très peu qui est fait pour aider les élèves qui ont un fort potentiel. Et les élèves qui ont un fort potentiel et qui sont dans mon collège, je peux vous dire que l'inégalité sociale, elle est totale par rapport aux mêmes élèves qui seraient à Janson de Sailly ou je ne sais pas où.
parce que le soir, c'est babysitting, il n'y a pas d'endroit pour étudier bien, il n'y a pas le bon stage, il n'y a pas le bon réseau. Enfin bon. Et je crois que tout ce qu'on peut faire pour aider les jeunes qui en veulent à s'élever dans la société est fondamental. Et je crois que moi, ce que j'aime dans l'aide qu'on apporte, et avec le sport, c'est vraiment ça, c'est on aide, mais en contrepartie, tu fais des efforts. Et en contrepartie, tu en veux. Et je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Un mot, Pauline ? Bah non, si tu étais au pouvoir, qu'est-ce que ce serait quoi ta réforme ? Non, mais moi je rejoins ce qui a été dit. Dans l'asso, on fonctionne beaucoup par l'exemple, mais justement des femmes, alors du coup nous c'est des femmes qui viennent, mais à chaque stage socio-éducatif et sportif qu'on organise aux vacances scolaires, vous pouvez être sûr de retrouver une femme qui vient parler de son parcours et pas, enfin voilà, qui a pu avoir des difficultés dans le cadre de ses études, voilà, dans sa famille ou autre. Et notre but, c'est l'exemple. Et même chez les toutes petites de 4 ans, pour vous dire à quel point on est dans l'exemple, c'est que ce sont des femmes qui jouent au foot, qui viennent leur faire la séance. Pourquoi ? Parce qu'on pense beaucoup au rôle modèle. On y croit énormément. Et donc, ouais, vraiment, l'exemple, pour nous, c'est fondamental. C'est ce qu'on fait au quotidien dans l'association. Et je rejoins, on a beaucoup de filles. Enfin, moi, quand j'ai, encore une fois, je vais avoir 29 ans la semaine prochaine, donc bon, je considère que j'ai un peu grandi maintenant. Quand j'étais plus jeune, en Normandie, chez moi, il y avait énormément de mixité. J'étais en ZEP, moi, quand j'étais petite. Et en fait, c'était trop bien dans ma ville, parce qu'il y avait énormément de mixité. Il y avait des agriculteurs, enfin, il y avait classe populaire, enfin, il y avait tout. Et c'était une richesse, mais formidable. Et je sais que cette richesse, c'est ce qui me motive dans le cadre de l'association à avoir ce lien, à se dire il faut du lien social entre des filles d'horizons complètement différents. Mais c'est pour ça que je te rejoins, les filles qui viennent dans l'association, il n'y a plus de mixité dans les établissements scolaires. Je suis désolée, il n'y a plus de mixité. Donc là où, par exemple, une rencontre, on devient meilleure amie avec une fille qui nous change un peu... nous fait un peu changer de trajectoire comme ça, ça n'arrive plus. Donc c'est pour ça que je pense que l'école a un rôle à jouer, mais nous, associations, on vient en périphérie du scolaire. Donc c'est à nous aussi de travailler main dans la main avec les établissements. Les établissements ne peuvent pas tout faire, il faut arrêter. Ils sont déjà super occupés. Moi, je ne tape pas sur les établissements scolaires. C'est à nous aussi de trouver des moyens de venir nous greffer à tout ce qui est déjà fait, sans en demander constamment plus aux profs. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc... voilà, il faut servir de notre force associative en France. Je trouve que c'est cool. Le service civique, c'est trop bien. On a toutes les filles qui viennent dans l'asso, on leur propose de faire un service civique quand elles ont 18 ans pour être responsabilisées. Donc, ouais, en gardant cet optimisme, je pense qu'on peut y arriver. Merci. Oui, on peut, évidemment qu'on peut applaudir. Alors, on a une deuxième question ici, madame au deuxième rang. Juste à côté. Moi, c'est le sujet de la mixité qui... Qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Kenza, je suis la sœur de Eliane. Et voilà, je travaille, j'ai terminé mes études. Okay. Moi, c'est le sujet de la mixité qui m'a un peu intéressée, parce que on se rend bien compte quand vous soulevez, Arnaud, le sujet de la cartographie des cartes scolaires, que c'est un souhait qui est à sens unique, avec une mixité qui est parfois non désirée de la part, par exemple, des autres quartiers que vous évoquiez. Et c'était simplement pour savoir si vous aviez eu des expériences de rejet, tous les trois, dans vos activités. De rejet, par exemple... Est-ce qu'on vous a fermé des portes au nez ? Est-ce que vous avez expérimenté cette fermeture ? Ouais, moi, je peux apporter un petit témoignage. Tout à fait. Je vais vous demander. Alors, il nous reste un petit quart d'heure et je voudrais qu'on vous donne plus la parole, mesdames, messieurs, et peut-être plus au fond. Juste un petit témoignage dans le cadre associatif pour répondre à cette question. Je le disais tout à l'heure, on a dans notre pays une nomenclature des publics dits fragiles et qui sont extrêmement bien définis, que ce soit les QPV, que ce soit les LRR, que ce soit RSA, que ce soit handicap, que ce soit infrabac, enfin il y a vraiment toutes ces catégories qui sont définies. Et on se rend compte dans le domaine associatif, je le vois avec Live for Good, très, très simplement,
qu'en fait, quand on travaille la mixité, on n'arrive pas à nous mettre dans une case. Réellement en termes de mécénat, de financement. Je parle de choses très concrètes. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent public ou fondation, mais qui va être pour un domaine particulier et qui peut être excellent lui-même. Hein. Donc ça va être les QPV, ça va être les zones rurales, ça va être le handicap. Mais il n'y a pas dans l'analyse des financements du mécénat, ou quasiment pas, de cases qui disent en fait, nous, c'est le lien social, c'est la mixité sociale que l'on veut encourager. Et je pense que c'est, là je le vois en tant que philanthrope aussi, parce que j'ai une activité de philanthrope, c'est quelque chose en tout cas que je souhaite essayer de pousser en disant au-delà de causes qui sont magnifiques les unes à côté des autres, et à nouveau ce n'est pas un procès d'intention, il faudrait qu'on arrive les uns et les autres dans ce que l'on arrive à faire, à encourager cette mixité aussi via la voie associative, via la voie philanthropique, et pas simplement à voie exclusive d'un public, même si tant est que ce public ait un grand besoin. Mais plus ce public sera immergé avec les autres publics pour vivre ensemble une expérience commune, plus la vraie société va se créer. Parce que la vraie société, c'est ça, c'est quand un peuple et les gens vivent ensemble et font des choses ensemble, et pas à côté. Voilà, ça c'est un témoignage associatif et philanthropique. Pauline, tu le disais tout à l'heure rapidement, des portes qu'on t'a claqué au nez, il y en a eu beaucoup, en particulier sur les demandes de financement, jusqu'à ce que tu rencontres la Fondation de France, j'allais dire. Mais pour répondre à la question de Kenza, hein, c'est ça? Oui. Tu joues quel poste au foot? Moi, je joue défense centrale maintenant, je suis redescendu un peu. Avant, j'étais milieu def, mais comme tu dis, comme je suis en train de vieillir, alors, milieu je défensif, ça passe pas, quoi. Voilà, mais maintenant, je joue juste devant la gardienne. Donc, c'est toi qui fermes les portes aux autres, en fait. Donc, ouais, exactement. Mais oui, non, mais de par le public accompagné, je vais pas mentir, bien sûr qu'on nous ferme des portes. Pas que des philanthropes, mais oui, alors, il y en a qui ont cette volonté d'accompagner des filles qui sont en QPV et tout, mais bon, voilà... Il y a des moments, quand on veut faire des choses, parfois on nous ferme des portes, ouais. On veut emmener des enfants en vacances, par exemple. Moi, chaque année, j'ai envie de leur offrir un séjour de vacances. Parfois, quand on appelle certaines personnes, on ne veut pas forcément nous accueillir. Bon, voilà. Mais c'est pas grave, c'est ce que je disais depuis le départ. En fait, on nous dit non, c'est pas grave. Tu fonces. Ouais, on nous ferme la porte, on rentre par la fenêtre. Et puis, si on rentre pas, on trouvera une manière de faire autre chose. Et puis, voilà, il faut... On trouve toujours une solution, mais bien sûr que les portes, on nous enferme. Et les petites, vraiment, parce que nous, c'est bon, c'est asso, on porte le projet. Mais alors, les portes qu'elles se prennent, vraiment, H24, ça fait froid dans le dos. Enfin, vraiment, parfois, il y en a qui sont... On les voit pas, en fait. Elles sont invisibles. Et c'est ça qui est très triste. Et j'insiste là-dessus parce que moi, mes portes, c'est pas très important. Mais elles, les portes qu'elles se prennent, c'est vraiment important. Donc, trouvons des solutions pour les accompagner, quoi. Mais toi, tu ouvres tes portes. C'est ça qui est bien. Sais. Arnaud, une expérience perso Très vite, moi je pense qu'il faut travailler avec les gens qui ont envie. Donc moi, par exemple, j'ai plein d'étudiants de la région parisienne qui viennent aider les élèves à travailler le soir. C'est super, c'est de la mixité, etc. Il y a peut-être plein d'étudiants que je ne connais pas qui n'ont pas envie de faire ça. Tant pis, je m'en fous. Travaillons avec les gens qui ont envie. Merci. Encore une question? Moi Ça vous va comme réponse? Faut... Ok. Oui, bonjour Bernard, enchanté, merci, c'est passionnant. C'est juste une remarque sur la réflexion qu'on peut avoir pour avoir un job à impact. J'ai eu la chance de croiser une association ou un organisme qui s'appelle Ticket for Change, que un grand nombre d'entre vous connaissent. Voilà, je voulais juste le partager parce que je trouve que c'est le bon endroit. Ticket for Change part du principe qu'on travaille 80 000 heures dans notre vie, qu'est-ce qu'on en fait? Et propose à chacun, je crois que c'est un programme de 12 semaines de réflexion sur son rôle, comment on peut changer de job et avoir un job à impact. Donc voilà, je ne peux que l'encourager. Ça m'a beaucoup servi, je voulais le partager aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était pas vraiment une question, mais c'était un petit coup de projecteur sur Ticket for Change. Mais Pauline veut réagir. Non, mais je réagis à ça parce que ça me fait dire aussi que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le mécénat de compétences.
des personnes qui sont au sein d'entreprises et qui m'ont aidé à un moment. Et ça, c'est super important. On peut avoir son boulot et par chance, notre entreprise peut nous donner 1 jour ou 2 jours par mois ou par an pour aider une association. Et nous, ça nous aide énormément et ça vient nourrir aussi tout ce qu'on fait, d'avoir des personnes de l'extérieur qui viennent. Donc le mécénat de compétences, ça rejoint ce qui a été dit, mais c'est top. Merci. Madame. Bonjour, je m'appelle Martine. Donc on parle de nouvelle génération, la génération Z, mais actuellement on est en rupture un changement démographique, il y a de plus en plus de vieux. Et donc il y a une nouvelle génération, particulièrement de vieux et de vieilles qui sont en bonne santé, et particulièrement dans les années 70, entre 70 et 80 ans. Et il y a une association qui s'appelle Ange L Foot. Donc c'est du foot pour les femmes de plus de 45 ans. Et je voulais savoir si vous faites des activités ensemble. Non, on ne fait pas d'activité ensemble, mais parce que je ne connaissais pas, mais je serais ravie de le faire. Et je vous propose d'ailleurs de faire un petit match avec nos baby footballeuses qui ont 3 ans. On adore les événements intergénérationnels. On a fait un événement Octobre Rose avec 100 participantes là. Et les âges, ça allait de 3 ans à 80 ans, je crois. Donc vraiment, je ne sais pas, avec grand plaisir, ça peut être génial, vraiment. C'est sûr, hein, vous le faites. Hein. Mais le rendez-vous est pris, hein, vraiment. Le rendez-vous est pris, vous voyez après on fait le match. Après la conversation. Oui, mais je vais les contacter. Oui, On s'échange les... Voilà, promis, je les contacte, je m'y engage. Vraiment, ça va se faire. Merci. Merci. Tout au fond. Bonjour, merci, je m'appelle Marion. J'ai une question qui rebondit sur la précédente, c'est la question de la mixité générationnelle, parce qu'on parle beaucoup de mixité intra-jeunesse, mais comment est-ce qu'on fait fructifier justement le fait de... Comment on capitalise sur ce que peuvent apporter les générations précédentes aux nouvelles générations? Messieurs. Un premier témoignage, nous dans l'écosystème qu'on crée auprès de nos entrepreneurs, justement, on joue beaucoup sur l'intergénérationnel. On a une communauté de près de 200 coachs qui sont justement en posture de faire grandir nos entrepreneurs et qui les suivent littéralement pendant 1 année, voire plusieurs années, parce qu'en fait, au-delà du programme, généralement, ils continuent. Et qui ont toute génération d'âge, hein, dans des personnes retraitées, dans des personnes actives. On a la même chose au niveau des experts, qui sont des gens dans des expertises techniques très spécialisées, dans des domaines entrepreneuriaux qui sont indispensables pour nos jeunes aussi. Et on a des projets entrepreneuriaux, j'en ai un très beau, par exemple, dans la région de Perpignan, d'Héloïse, qui s'appelle les Mains d'Argent. Tu connais ? Ah bon, super. Elle est déjà très connue, Héloïse, elle a démarré il y a un an. C'est une ancienne lauréate du prix Gabriel, d'ailleurs. Héloïse, elle a créé en fait une relation entre des personnes 70 ans et plus qui vont faire leurs courses au supermarché et qui a un acte de plus en plus solitaire parce qu'en gros, c'est essentiellement ces générations-là qui font leurs courses dans les supermarchés. Et elles ont créé des compagnons d'emplettes, donc des jeunes, qui les accompagnent pour avoir une vraie expérience sociale, une relation humaine, pendant les 20, 30, 45 minutes. Et c'est un produit qui est vendu à la grande distribution. Et d'une manière très, je veux dire, positive, contrôlée. Ce n'est pas pour remplir le chariot, évidemment, vous allez me dire, du Leclerc ou du système local. Et voilà, et donc il y a toute une communauté de personnes âgées qui font leurs courses. Et de l'autre côté, il y a une communauté de jeunes qui sont aussi formés, bien sûr, pour créer des moments d'exception, et ça devient des moments de bonheur pour ces personnes âgées. Voilà, je donne cet exemple d'entreprise sociale. Arnaud Ouais, 2 exemples très rapides. Un grand programme de service civique qui consiste à envoyer des jeunes dans les EHPAD qui passent plusieurs séances avec la personne âgée pour lui faire raconter sa vie et qui prennent des notes et qui, à la fin, lui rendent un petit book avec ses mémoires, chose que les petits-enfants, etc., n'ont pas forcément le temps ou l'envie de faire. Et voilà, la personne âgée a son petit bouquin avec ses mémoires. Et ça, c'est de l'intergénérationnel, super. Un autre exemple qui n'a rien à voir, une association formidable qui s'appelle La Source, qui est parrainée par Gérard Garousse, le grand peintre,
Et eux, ils font des ateliers de création pendant les vacances scolaires pour des enfants des quartiers défavorisés, où ils leur font faire en une semaine une création. Et c'est avec un artiste reconnu qui est là pendant une semaine, qui fait bosser les enfants. Et le dernier jour, le vendredi après-midi, il y a un vernissage avec le maire de la ville, le journaliste, etc. Et les gamins, ils ont fait une œuvre d'art en 5 jours. Et ils ont une fierté extraordinaire devant leurs parents. Et là encore, c'est vraiment la rencontre entre cet artiste, donc adulte, et des jeunes. Un autre exemple. Pauline, ça va de 3 à 18 ans, graine de footballeuse, mais si j'ai bien compris, l'âge limite va commencer à repousser ses Non, mais déjà, entre frontières. elles, il y a un lien qui est très fort. Nous, on fait pas des trucs super classiques dans les tranches d'âge. Par exemple, on est parti en vacances là cet été. Tout le monde nous disait qu'on était folles. On est parti avec une tranche d'âge de 9-18 ans. Elles étaient 22 et ça a super bien fonctionné. Donc déjà, on sort un peu du cadre. Et nous, pour rebondir sur ce que tu dis, on travaille avec une asso qui s'appelle Une lettre, un sourire. Je ne sais pas si c'est Dave dont tu voulais parler, mais chaque année, pendant les fêtes, on va dans un EHPAD avec nos stagiaires graines de footballeuses. Et on y va, donc ce sera en 2 temps. On écrit des lettres la première fois qu'on envoie et après on se déplace dans l'EHPAD. Des vraies lettres? Des lettres, oui, des vraies lettres. Elles avec des stylos et tout. Franchement, c'est trop beau à voir. Ma grand-mère en a reçu une aussi. Et du coup, elles écrivent des lettres pendant les fêtes, on les envoie. Et après, le 2e stage, on va dans un EHPAD. Et ça crée des souvenirs vraiment et des échanges magnifiques. Donc chez nous, c'est très présent. Au-delà de nos événements ponctuels, le lien intergénérationnel il est très fort, très important. Merci. Il nous reste le temps d'une dernière petite question. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Molka Sakli, je suis en première année de BTS, MOS, Management Opérationnel de la Sécurité. Donc je sors d'un cursus professionnel, on appelle ça un baccalauréat métier de la sécurité. Donc je vais rebondir rapidement sur les stages. Comme vous savez tous, trouver un stage c'est très compliqué. Donc une fois qu'on est pris de notre côté, on fait le nécessaire, c'est-à-dire être ponctuel, s'investir, être motivé. Mais on a toujours des remarques, on a toujours le droit à des remarques sur un ton humoristique, ou de l'ironie bien sûr. Ça change de voir un jeune investi qui a les codes, ou encore connaissant les jeunes, c'est rare de vous voir sur votre téléphone. J'ai 2 questions. Comment faire ou que faire pour que cette confiance, Comment faire ou que faire pour que cette confiance d'engagement soit présente dès le début de la part des institutions? Ou encore, si même les entreprises ne nous font pas confiance, comment on est censé avoir confiance en nous pour s'engager? Merci beaucoup pour cette question. Bon, c'est vrai que les jeunes sont tous sur leur téléphone, non? Je plaisante. Messieurs, dames, comment on casse le... Alors, préjugé, réel ou supposé Ouais. Moi, je pense qu'une entreprise qui se comporte mal, il faut s'enfuir. Et ils n'arriveront plus à recruter et ils mourront. C'est ça la réponse. Waouh. Je ne vais pas rajouter grand-chose, parce que c'est assez radical comme solution. Mais non, mais je la rejoins d'une certaine manière en disant il y a des entreprises, malheureusement, quand on recherche évidemment des stages, on ne sait pas laquelle a un état d'esprit accueillant. Ça se prépare à un engagement avec des collaborateurs. Ça se prépare avec une entreprise qui a vraiment envie de donner une chance aux jeunes, que ce soit pour des stages, soit pour des services civiques, soit pour d'autres opérations. Et donc, si c'est quelque chose de factice, qui est juste une case à cocher, et dans lesquelles le personnel n'est pas embarqué par la direction, par l'entreprise, ça ne se passe pas bien. Donc, malheureusement, je n'ai pas une réponse unique parce que c'est tellement large. Mais quelque part, oui, il y a un gros travail à faire. Je rejoins par rapport à la question sur la culturation un petit peu des entreprises, sans faire le procès des entreprises, mais dans l'opportunité qu'ils donnent et comment réaliser pleinement cette opportunité d'accueil d'un potentiel qui est là, qui se présente, qui peuvent faire fructifier, grandir. Et il y a des méthodes, il y a des coachings, voilà, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos entrepreneurs, mais on n'est pas dans les entreprises. Et quelque part, c'est dans ce nouvel état d'esprit de leadership positif que je crois beaucoup qu'il faut changer un petit peu la donne, justement. Ouais. Merci Pauline. Le mot de la fin te revient. Ouais, non mais pour réagir, je pense qu'il y a aussi une culture sur le bac pro
il y a aussi ce truc de il faut faire un gros travail pour montrer qu'à tout le monde qu'en fait tout le monde est brillant et on peut avoir un parcours en bac pro et être tout à fait brillant. Je pense à une asso qui s'appelle Une voix pour tous, qui justement travaille sur ces questions-là pour montrer à tout le monde que tous les étudiants ont la même place au sein des entreprises. Donc je pense qu'il y a un gros sujet à traiter, mais que grâce à cet asso-là, en tout cas, on est sur la bonne voie. Donc encore de l'optimisme. Merci beaucoup à tous les trois, à vous écouter. Merci. Merci à la Cité de la Réussite, merci à la Fondation de France, merci à vous deux d'avoir posé les questions, Antoine et Émilie. Merci d'avoir aussi posé des questions et d'avoir vous-même osé faire part de vos expériences. Merci beaucoup et très sincèrement à vous écouter. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce pays va mieux qu'on ne croit. Et merci pour ça. À très bientôt.